Bon, bah, je vous propose qu'on démarre, puisqu'il est 14h30 pile, comme ça nous évitera de prendre un petit peu de retard. Donc je me présente, je suis Caroline Villecros, c'est moi qui vais animer cet atelier. Et j'accueille donc Florian Grill de Cospirit et Emmanuel Capitaine de chez Sanofi. Sur ce sujet passionnant, parce qu'on en a déjà entendu beaucoup parler aujourd'hui, à la fois lors des conférences de ce matin, mais aussi lors des pitchs, sur le sujet de l'open innovation ou l'innovation ouverte, qui en fait concerne de plus en plus d'entreprises qui souhaitent innover. Voilà. Donc, comme j'ai animé toute la session de pitch de ce matin, je propose d'avoir 2 pitchers de plus et que chacun, alors ils n'ont pas de clients, donc c'est 3 minutes minimum, maximum, pas 6, que chacun de vous en fait se présente. Florian, peut-être, si tu veux commencer. Bonjour tout le monde, merci Caroline. Donc on est un groupe de conseil en marketing opérationnel avec des métiers très traditionnels, des métiers d'études marketing, des métiers d'agence média et des métiers de studio graphique. On est une centaine de personnes, on existe depuis 20 ans. Et la particularité, c'est que grâce à l'open innovation, comme ça on va rapidement faire un lien, et avec des clients beaucoup dans le domaine du retail, on a réussi dans un univers de la communication qui normalement n'est pas celui de la croissance, en tout cas pas ces dernières années, à faire 30% de croissance en 2013 et 39% de croissance en 2014. Donc vive l'open innovation et vive les clients qui sont un peu bêta-testeurs. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Capitaine, donc je travaille chez Sanofi France. Et je suis responsable d'une cellule innovation ouverte qui s'est créée 1er janvier de cette année. Donc on a 3 mois de recul. Et on a énormément de challenges de ce côté-là. Ce qu'on souhaite, c'est créer de la valeur pour les patients, vu qu'on est dans le monde de la santé. Pardon, et le faire en étant justement tous pontés ensemble. Quand je dis tous, c'est... J'anticipe peut-être un peu sur le débat, mais en tout cas, c'est ce qui structure vraiment notre vision avec les patients, avec les professionnels de santé. Quand on dit patients, c'est association de patients, professionnels de santé, que ce soit les médecins, les paramédicaux, les pharmaciens, les infirmières et autres. Tout le monde est les bienvenus pour travailler ensemble, mais également les métiers un peu techniques, les codeurs, les web designers, et tous ensemble, justement, en partant des problèmes des patients, se dire, en étant tous autour de la table, comment on peut faire pour avancer et amener des solutions qui améliorent la santé. Merci. Donc on rentre déjà dans le vif du sujet. Alors justement, si on pouvait donner une définition de l'open innovation, parce qu'on en parle souvent, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait en donner une? Je vous prends un peu sur l'heure de digestion là. Non, personne. En fait, vous êtes venus pour savoir ce que c'est. Ok. Alors, du coup, je voulais vous parler d'un article qui est paru aujourd'hui dans les Échos, qui a été publié par une personne qui croit beaucoup dans l'open innovation et qui part du constat que le coût de l'innovation en fait a baissé, et ça permet justement aujourd'hui à pas mal de jeunes entreprises de travailler sur des innovations notamment technologiques qui avant étaient l'apanage des grands groupes. Et du coup, en fait, ce qu'offrent ces startups à des grands groupes, c'est ce qu'aujourd'hui les équipes de R&D n'offrent plus. C'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle vision, et c'est quelque chose qui permet de faire évoluer l'ADN de ces grands groupes. Voilà, donc c'est vraiment cette première approche. Et du coup, le conseil qu'il donne, c'est de dépasser la relation capitalistique, parce qu'à une époque, on pensait plutôt à l'investissement dans la nouvelle innovation, en rachetant une start-up, en investissant dans une entreprise innovante. Et là, l'idée, c'est non plus d'investir, mais c'est de collaborer, c'est de travailler ensemble, et donc d'élargir son écosystème. Alors, je parle beaucoup de start-up, mais on ne va pas parler que de la collaboration avec les startups dans l'open innovation. Il y a aussi l'ouverture à l'innovation en interne. Donc c'est le fait de sensibiliser ses collaborateurs pour qu'eux aussi soient des ambassadeurs d'innovation. Et il y a aussi bien évidemment la collaboration avec les fournisseurs et les clients pour s'enrichir et vraiment aborder les sujets d'innovation d'une manière complètement différente à celle qu'on avait avant. Cette personne, c'est Michel Combes. Donc c'est le PDG d'Alcatel-Lucent qui a écrit là-dessus ce matin dans le journal. Donc on est vraiment dans un sujet
du moment. Et on a entendu ce matin Sanofi d'ailleurs qui disait voilà, nous on a travaillé avec Faber Novel, c'était une manière vraiment différente pour nous de travailler et c'est possible et les grands groupes peuvent travailler différemment. Et je pense que c'est vraiment l'approche, Emmanuel, enfin vous la concrétisez avec votre arrivée en début d'année chez Sanofi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce qui a été mis en place, enfin pourquoi cette démarche et qu'est-ce que vous avez mis en place là depuis ces premiers mois? C'est une question vaste, non pas par rapport au sujet en lui-même, mais parce qu'on avance vite sur beaucoup de fronts et de façon concrète. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, j'ai tenté ça sur d'autres postes antérieurement, on va dire il y a 5 ans par exemple. Je sentais que c'était peut-être pas le bon moment. Non pas du point de vue de l'organisation en elle-même au sein de la société, mais aussi, enfin privée je parle, mais aussi par rapport aux relations qu'on peut avoir avec les prestataires en externe notamment. Aujourd'hui, on se rend compte que ça va beaucoup plus vite, que c'est beaucoup plus fluide et que globalement on est presque tous prêts. Je ne sais pas ce que tu en penses, dans le sens où tu me disais que vous aviez monté une structure d'innovation, incubateur un peu avant l'heure. Alors ça c'est un autre aspect, mais sur déjà les relations... Je répondrai bien sûr. Sur la relation entre une PME que nous sommes, puisqu'on est une centaine, et des grands groupes, il n'y a pas forcément... Alors toi, chez Sanofi, ça a l'air déjà avancé, même si ça démarre au 1er janvier. Il n'y a pas forcément toujours dans les grands groupes des structures d'open innovation établies comme telles, mais parfois on trouve des clients, y compris dans un univers de service qui est peut-être pas celui où on imaginerait le plus d'innovation, qui ont un tempérament bêta-testeur et qui acceptent, moi j'aime bien ton propos initial qui était de dire on part des problématiques des clients, enfin chez toi, bon là, qui acceptent d'exposer leurs problématiques sans forcément qu'il y ait un appel d'offres, sans forcément juste d'exposer un besoin, d'exposer une douleur, quelque chose qui ne fonctionne pas, et qui acceptent de se mettre dans un mode de relation avec une PME où nous on va essayer de co-développer, on ne s'appelle pas co-spirit complètement par hasard, des outils, des solutions, des méthodologies innovantes dont on va assumer dès le départ que on ne sait pas exactement où on va aller, on ne sait pas exactement comment on va le construire, mais qui assume ça de manière complètement transparente. Voilà. Et c'est en fait, c'est souvent pour l'instant, moi c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette conférence, parce que je pense que c'est un vrai enjeu pour les grosses entreprises de se dire qu'il faut se mettre dans des dispositifs comme ça, avec des PME, avec des sous-traitants, avec des fournisseurs, voire comme tu le fais avec des clients, et de développer cette logique, de faciliter cette logique de développement d'innovation, versus on ne fait que des appels d'offres sur des choses qu'on maîtrise parfaitement, qu'on connaît parfaitement. Dire sa douleur, dire la problématique, brute de fonderie, sans forcément savoir exactement où on veut aller, sans forcément savoir exactement ce qu'on veut comme résultat, et laisser réfléchir des PME moyennes, comme c'est notre cas, ou petites start-up, les laisser réfléchir. Je pense que c'est vraiment une bonne manière de faire de l'innovation, et pas simplement de l'innovation en interne. Et donc l'open innovation, pour ça, c'est très bien. Alors, juste, et comme ça, tu pourras rebondir, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas forcément très simple, justement, dans un grand groupe. Déjà parce que les organisations sont ce qu'elles sont, mais aussi parce que ça peut faire un peu peur, parce que finalement, on s'ouvre à un écosystème qui est quand même très vaste. On voit, on a déjà vu ce matin le nombre de startups sur différents sujets multiples qui peuvent répondre finalement à plein de sujets, la mesure d'efficacité, la co-création. Enfin, sur chaque problématique, finalement, il y a plusieurs intervenants qui peuvent enrichir le demandeur. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour justement bénéficier de cette open innovation sans être noyé finalement dans la masse d'informations? Je vais faire un mix entre la première et la deuxième question. Sur ce qu'on a commencé à faire, déjà on ne part pas de rien. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle je travaille, on a toujours eu la nécessité et l'envie d'innover. La nécessité parce que les besoins non couverts en termes de thérapeutique sont encore aujourd'hui nombreux, le sont un petit peu moins, mais ils restent encore très nombreux. Et sur cette partie-là, on doit innover, c'est vital. Donc du coup, c'est vrai qu'on a dans notre génétique et dans notre façon de travailler toujours cette impulsion qui peut-être n'est pas commune dans toutes les sociétés, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai cru remarquer ça. Et donc du coup ça veut dire qu'il y a déjà des départements qui avaient beaucoup d'avance, qui ont déjà commencé à travailler et qui ont préparé chacun dans leur
domaine d'expertise, le lit, ou en tout cas les bases, les fondements pour commencer cette innovation ouverte. Et notamment, c'est très structurant de voir le travail qui a pu être fait dans le département des achats, justement, sur comment pouvoir sourcer de façon simple des petites sociétés, des startups, ou même TPE, PME, avec des process qui sont un peu adaptés à eux. Et en fait, quand on a commencé à travailler sur l'innovation ouverte au niveau de la France, on a été justement vraiment très heureux de voir le travail fait de cette manière-là par chacun. Et on avait presque plus qu'à mettre les pièces du puzzle un peu ensemble pour créer une big picture qui soit vraiment en ligne et qui rende possible le travail. Et quand je dis le travail, je suis assez vague. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même deux façons d'envisager la relation. Et si on parle d'une société vis-à-vis d'une autre société, il y a le côté prestation. Donc certes, c'est assez standard, mais pour nous, vu que c'est nouveau de travailler avec, par exemple, des startups, ça peut générer, sur toute la chaîne et toutes les étapes du travail, jusqu'au livrable et à la réception, des points de blocage tout simplement dus à de l'incompréhension parce que c'est nouveau. Donc il y a cette nécessité en interne d'arriver à accompagner les gens pour qu'ils aient confiance et qu'ils se laissent embarquer justement dans une façon de faire qui soit quand même différente par rapport à ce qu'ils connaissent, et notamment justement peut-être des fois sur certains sujets de ne pas partir avec un cahier des charges qui est figé dès le début, avec toutes les lignes parfaitement identifiées et avec un livrable qu'on imagine dès le départ. Ça, c'est bien. Simplement, il faut pouvoir s'autoriser à faire autrement. Donc du coup, un travail avec les achats, très important. Un travail avec le juridique aussi, avec la qualité. Et en fait, on a formé un petit groupe comme ça de travail qui nous a permis de mettre en place des process qui sont beaucoup plus légers, qui restent tournés vers l'aide au développement aussi des sociétés avec qui on travaille. Et ça, c'est pour le côté prestation. Et pour le côté justement qui n'existe pas trop, qu'on est en train d'écrire, c'est le côté partenariat ou parrainage. C'est-à-dire qu'on a envie aussi, parce que c'est notre rôle au niveau économique aussi en France, de pouvoir parrainer des startups qu'on estime être de grande qualité et synergiques avec nos enjeux. Donc là, c'est une offre qu'on est en train de finaliser, qui va permettre, en fonction de la pyramide de Maslow des besoins d'une petite société, de pouvoir leur offrir, en fonction de leurs besoins, des offres qui permettent de les accélérer, de les développer. Et en échange, bien évidemment, c'est une relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce que peut nous apporter une petite société aussi, au-delà d'un mode de prestation standard ? Voilà, donc tout ça, on est en train de le faire. Sur la première partie, c'est réalité, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à référencer des petites sociétés chez nous avec beaucoup plus d'agilité qu'il y a encore quelques mois, qu'on arrive à faire des contrats très courts, très simples également. On réfléchit aussi, et ça fait partie des règles, de se dire par rapport au flux de trésorerie d'une start-up, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de les mettre en difficulté. Donc est-ce qu'on peut réceptionner de façon étagée dans le temps plutôt qu'à la fin avec les 60 jours, etc. Donc on s'améliore petit à petit sur ces points-là. Il y a aussi un autre enjeu en interne, si je puis me permettre, je glisse un petit peu sur la deuxième question, qui est de se dire comment on fait pour donner la culture de l'innovation ouverte en interne. Comment on passe d'un point A où les gens sont dans des habitudes très concrètes et qui fonctionnent pas si mal que ça, qui amènent satisfaction avec des livrables de qualité, voilà, à un point B où on s'autorise justement à être dans un cadre un peu moins connu, qui est le cadre de l'innovation, où tout n'est pas su dès le début, où on sait même presque rien. Et pour ça, je pense, c'était pas un message, mon dress code un peu décalé, mais je vais m'en servir quand même, c'est l'humilité, c'est le fait de travailler de pair à pair. Donc on a créé une communauté en interne, des intrapreneurs, alors c'est un terme un peu à la mode, mais qui est fondée sur le volontariat et sur l'envie, déjà. Ça, c'est quelque chose de très très important. On ne va pas pousser des gens dans un cadre décalé de l'innovation s'ils n'en ont pas l'envie. Donc tout le monde peut venir dans cette communauté, mais c'est surtout s'ils en ont envie. Tout est fondé sur l'envie. Donc il y a ça. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on les aide et on les développe aussi en interne. On leur donne beaucoup d'infos, on organise des événements,
pour justement créer cette effervescence, créer ce pontage entre les départements, désiloter, et donner justement cette notion d'humilité de pair à pair sans pour autant être dans une logique pyramidale. Ça, c'est important aussi. Et alors, donc là, on a vraiment le côté entreprise qui s'ouvre à son écosystème. Et Florian, toi, de ton côté, qui est plutôt sur venir enrichir, ou en tout cas s'enrichir mutuellement avec notamment les grands acteurs du retail. Donc on a compris que c'était souvent quelqu'un en interne qui était ouvert et qui allait ouvrir la porte et qu'on peut travailler comme ça ensemble. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès et comment, dans tes équipes, les gens sont aussi dans cette démarche pour que finalement ça fitte bien des deux côtés? Avant de répondre à cette question, je vais répondre à la première qui me paraissait importante, qui est comment est-ce qu'une grande entreprise peut ne pas être noyée par les X. Voilà. Moi, je pense que, en fait, c'est comme pour un appel d'offres. Il faut que l'entreprise, elle identifie un certain nombre d'acteurs à qui elle a envie, la grande entreprise, avec qui elle a envie de réfléchir à un sujet, qu'elle pose de manière la plus ouverte possible, exactement ce que tu disais, pas dans le cadre d'un cahier des charges très précis, en disant voilà, j'ai une douleur sur tel ou tel point, et qu'ensuite qu'elle limite le nombre de partenaires ou d'entreprises qu'elle va interroger dans une logique d'innovation sur le sujet. Donc on dit couramment dans les appels d'offres en matière de com que 3 c'est un maximum. Je pense que cette bonne règle serait une bonne règle également pour l'innovation. Ça, c'est la première chose. J'ai envie de rebondir aussi sur tes propos en disant que oui, il faut que les grandes entreprises s'ouvrent aux startups. Alors, je vais parler un petit peu pour ma paroisse. Nous, on n'est plus une startup. On est créé depuis 20 ans, donc on est une centaine aujourd'hui. Je pense que le pays, ça fait un peu grandiloquent de le dire, mais manque d'entreprises de taille intermédiaire. Je pense que c'est extrêmement important que les grands groupes travaillent aussi avec des PME, avec vocation à essayer d'en faire des ETI. C'est un enjeu économique pour tous. Et, nous, on travaille beaucoup dans le domaine du retail. On est en train d'essayer de convaincre nos clients, les Carrefour, les Brico Dépôt, les Conforama. On a la chance de partir de France, qui est le pays du retail, de nous emmener dans leurs valises à un niveau international, parce que le meilleur moyen de se développer à l'international, c'est de s'appuyer sur des grands groupes qui ont déjà ces possibilités-là et qui peuvent nous emmener dans leurs valises avec eux. Donc ce travail-là, il faut que les grandes entreprises s'ouvrent à l'open innovation, et il faut aussi qu'elles accompagnent, bien sûr, les startups, en interrogeant un nombre limité, mais aussi les PME avec vocation d'en faire des ETI. Ça me paraît des points importants à noter, et si je peux passer des messages, profiter de cette tribune pour passer des messages, ça me paraît un point important à noter. Après, l'état d'esprit, la manière de penser les choses et de penser les... Il faut vraiment que de part et d'autre, on n'arrive pas... Moi, j'ai coutume de dire, plus tard on plie la feuille, mieux c'est. Parce qu'une fois qu'elle est pliée, la marque du pli apparaît toujours. C'est pour ça que je pense qu'à la différence de prestations qui sont déjà très établies, où là on fait un cahier des charges très détaillé, etc., quand on parle d'innovation, à la limite, le brief, ça doit être une phrase, c'est-à-dire la douleur chez l'entreprise. Et après, il faut laisser faire la discussion. C'est du tâtonnement, c'est laborieux. En matière d'innovation, il y a les gens géniaux dans les laboratoires qui font de la recherche appliquée. Moi, je fais de l'innovation dans les métiers du service. Donc, ça n'est que de l'itération, ça n'est que du travail, ça n'est que de l'écoute active, de signaux faibles. Il faut que l'entreprise accepte d'ouvrir un petit peu la problématique, qu'on puisse la questionner, qu'on puisse entendre le problème, qu'on puisse aller voir, dans le cas du retail, des magasins, des directions régionales, etc. On le fait à nos frais dans un premier temps parce que voilà, c'est un travail d'innovation. Après, si on réussit à inventer quelque chose qui fait sens, charge à nous ensuite de le transformer en prestation de service. Et comme nous, on travaille dans l'univers du retail, charge à nous ensuite de l'industrialiser, cette prestation de service, pour d'autres clients retailers et de faire la croissance de l'entreprise, ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut, chez les clients, grandes entreprises comme chez nous, cette capacité à accepter d'ouvrir les livres et de parler de manière transparente et à donner de l'info chez les clients, et chez nous, à écouter, à questionner, et ensuite à travailler avec les équipes internes pour développer des produits. Voilà, c'est comme ça, c'est ce genre d'état d'esprit qu'il faut. Et si chaque entreprise... Alors, je pense que c'est mieux sur la base du volontariat, et je pense que c'est très important que ce soit au niveau des équipes achats. Accepter de rentrer dans chaque grande entreprise française, il y en a quand même quelques-unes dans ce pays, accepter de rentrer dans cette logique-là en travaillant avec des startups ou en travaillant avec des PME, je pense qu'on pourrait vraiment faire avancer les choses parce qu'il y a une capacité à innover
qui est juste considérable. Alors, merci Florian. Emmanuel, est-ce que vous avez des exemples, là, depuis quelques mois, de concrétisation de ce qui a été, des bénéfices qu'a apporté une démarche d'Open Innovation chez Sanofi? 3 mois. Mais bonne question, merci. Dans ces 3 mois, on a commencé à concrétiser certaines choses. Je me permettrai juste de ne pas citer les sociétés parce que tout n'est pas encore complètement calé. Mais on a fait des avancées significatives dans pas mal de domaines. Et donc je vais plutôt citer les domaines et les exemples sans pour autant citer les sociétés pour l'instant. Il y a déjà des façons de faire sur nos besoins internes. C'est-à-dire que j'ai évoqué depuis tout à l'heure qu'on souhaite créer de la valeur pour le patient. Ça, c'est vraiment notre finalité. En tout cas, je vais parler à titre individuel. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Et ça me fait du bien et ça me plaît. Donc, il y a aussi la notion de passion. Il y a pour moi le volontariat, mais il y a aussi la passion. Je voulais juste rajouter cette partie-là qui est vraiment nécessaire pour être pertinent dans ce qu'on va faire. Parce que si on est dans un cadre qu'on ne connaît pas, si en plus on n'a pas envie et qu'on n'est pas passionné, on ne va pas faire grand-chose. Donc je pense qu'il y a à la fois le côté volontariat, mais aussi la passion sous-jacente, non pas obligatoirement d'expertise métier, mais au moins pour le domaine en soi. Et avec ces deux éléments-là, en fait, on a commencé à travailler de manière un peu indirecte, par exemple, sur l'utilisation de nos données internes pour créer plus de valeur. Donc ça, c'est par exemple un enjeu Big Data. Et donc, on a trouvé des acteurs start-up qui sont excessivement pointus justement sur le dépistage dans le Big Data des signaux faibles, mais également sur la façon de présenter les chiffres épidémiologiques, par exemple, ou autres, qui nous permettent d'avoir aussi une façon de voir les choses un peu différente et du coup de prendre des décisions de manière éclairée sur la base de données telles qu'on ne les avait pas vues antérieurement. Et ça peut être très riche en enseignement, à la fois sur la donnée de santé comme sur toute donnée. Donc ça, c'est déjà une aventure qu'on a commencée en interne et qui nous surprend chaque jour parce qu'on apprend des choses en regardant différemment. Et c'est vrai que on a trouvé qu'il y avait des startups en France qui avaient ce savoir-faire, justement d'aller chercher les signaux faibles, de les travailler, de leur donner du sens, et puis après à nous de prendre le relais justement dans la phase d'effectuation de ces projets-là en interne. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi, c'est des sociétés qu'on va parrainer parce que on estime qu'elles vont dans le bon sens par rapport à la façon de gérer par exemple l'innovation. On va dire il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur les stores qui traitent de la santé. Arriver à faire une structure d'évaluation de ces applications pour dire à la fois d'un point de vue scientifique le fond de ce que vous allez utiliser est juste, et du côté user experience, donc les patients, dire moi en tant que patient je trouve qu'elle convient à mon besoin, et avoir un labeling comme ça peut être intéressant. Donc là, ça va être une start-up, nous, qu'on va tenter de développer, qu'on va accompagner, et aussi avec qui on va travailler en mode prestation. Ça, c'est aussi un autre exemple concret. Une start-up, pareil, juste un autre exemple pour illustrer, sans pour autant démontrer concrètement en citant les sujets. Une start-up qu'on va trouver excessivement innovante en termes de création de valeur, encore une fois pour le patient, dans le domaine du dispositif médical, et qui, avec sa solution, a décroché un marquage CE, va avoir une AMM, un remboursement, désolé pour le jargon, c'est l'accès au marché pour les médicaments, et qui n'a pas justement la capacité d'aller prouver la valeur de ce qu'ils font auprès des clients. On peut essayer de réfléchir à une synergie avec nos équipes terrain et porter cette solution de la start-up vers certains clients. Ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut réfléchir. Donc, c'est pas uniquement la fabrication de nouvelles solutions, c'est aussi le comment. Donc, il y a vraiment ces deux parties-là sur lesquelles on travaille, hein, le quoi et le comment dans l'innovation ouverte. On a beaucoup parlé là du comment avec le cadre, avec
nos partenaires achats qui sont bien en avance, partenaires juridiques, pour créer ce cadre et rendre possible la relation entre les équipes opérationnelles d'un côté et les gens de l'écosystème innovant en externe. Et je suis bien d'accord sur le fait qu'on parle beaucoup des startups, et je sais qu'il y en a au-dessus qui regardent les écrans, qui sont là, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, les TPE, PME, et c'est vrai que quand on compare, ne serait-ce que à l'Allemagne, je ne sais pas s'il faut toujours se comparer à l'Allemagne, mais on voit bien que sur les entreprises de taille intermédiaire, il y a quand même une grosse différence entre la France et l'Allemagne, et que ça me paraît effectivement plus que sensé, et c'est un choix qu'on a fait très rapidement quand j'ai pris mon poste, de se dire on ne va pas rester uniquement sur les petites sociétés à forte croissance attendue, qui sont les startups, mais aussi les TPE, PME. Dans l'innovation ouverte, si je voulais juste évoquer les différentes parties prenantes avec qui on travaille, il y a certes les startups, TPE, PME, mais il y a aussi les associations de patients, les grands groupes, parce qu'il y a beaucoup de grands groupes aussi aujourd'hui qui veulent rentrer dans la santé, mais même dans ceux qui ne veulent pas rentrer dans la santé, ils peuvent avoir des technos et des bonnes idées qui peuvent aider à développer des choses pour les patients. Donc ça, c'est aussi un enseignement dans l'innovation ouverte que j'ai pu rencontrer, c'est le côté translationnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre des sociétés qui travaillent dans notre cœur de métier, mais qui ont des idées, un savoir-faire qui, en s'appliquant dans notre domaine, prend une forme qui peut être surprenante et qui, au final, crée vraiment de l'innovation. Je crois que sur ce sujet, Florian, justement, tu as été assez précurseur. Je te laisse témoigner de cette partie. Oui, sur la logique. Nous, on travaille avec les grands groupes et on les incite à faire de la co-innovation et à nous utiliser pour faire de la co-innovation, mais on essaye de s'appliquer la même règle à nous-mêmes, et on a effectivement dans nos locaux parisiens, on l'a fait aussi dans les locaux lyonnais puisqu'on est à cheval sur Paris et Lyon, créé depuis 2000, donc ça date pas d'aujourd'hui, une pépinière. Et on accueille des startups, donc c'est un partage de locaux. Et le principe général, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien capitalistique. Il y a juste un partage de locaux. Il y a une table d'hôte en bas, ce qui fait que les gens déjeunent ensemble. On organise tous les 6 mois un speed dating business où chacun se présente en 1 minute. Et le cœur du principe de fonctionnement, ça a été de dire on ne veut surtout pas des gens qui travaillent que dans le même univers que nous, parce qu'on pense qu'il y a plus de richesse dans l'innovation par la transdisciplinarité, par des liens qui sont, le cas échéant, absolument pas évidents a priori. Simplement, il y a un état d'esprit d'innovation qui se développe, il y a des volontés de développement qui se font en commun, il y a des petits business qui se font et puis qui ensuite, pour certains, avortent et pour d'autres se développent. Mais on essaye de mélanger le plus possible des gens d'univers différents, et c'est le meilleur moyen de faire naître des innovations. Donc c'est comme ça qu'on l'a développé. Alors on était un peu innovant parce que depuis les pépinières, on est dans un lieu qui en fait de manière beaucoup plus industrielle que ce qu'on peut faire nous. Mais effectivement, on a développé cette logique de pépinière avec des startups pour le coup, dont certaines ont ensuite poussé et grandi depuis 2000, donc il y a à peu près 15 ans maintenant. Juste pour rebondir sur cette partie-là aussi, depuis qu'on a commencé avec cette cellule innovation, on est devenu, et ça me fait très plaisir aussi à titre individuel, partenaire du village ici. Et c'est vrai que je passe pas mal de temps dans ce beau lieu, avec des comités de sélection. On a des groupes de travail sur comment on peut accompagner les startups entre grands groupes aussi. On voit beaucoup de startups. On essaie aussi de proposer une partie de surface de ces locaux à certaines startups qui nous semblent être de grande valeur. Donc on n'a pas mis un incubateur chez nous, ce sera peut-être l'étape suivante, mais on est partenaire à la fois d'incubateurs de sociétés privées comme le Crédit Agricole ici, mais également public, avec Paris Senco et l'incubateur Boussico, qui est sorti de terre à l'endroit où il y avait l'hôpital Boussico, et où il y a notamment, de mémoire, je crois, 14 startups e-santé qui sont incubées. On est aussi partenaire de Medicine, Cap Digital. Donc s'intégrer à l'écosystème innovant en France, c'est pour nous une grande chance, beaucoup d'enseignements, encore une fois avec une posture d'humilité et d'écoute active, tout à fait d'accord sur ces éléments-là. Et du coup, par rapport à tout ça, on se rapproche aussi, et eux se rapprochent de nous aussi,
aussi des universitaires et des académiques. C'est une partie que j'ai pas citée, mais se rapprocher des facultés et des universités, pour nous, c'est clé. Non pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont plein de bonnes idées, et qui fondent d'ailleurs très souvent des startups. Avant, ils ne le faisaient pas. Moi, je rencontre de plus en plus d'internes en médecine qui sont en train de finir leur internat et qui ont une idée, un projet, et qui fondent une startup. Au début, je me suis dit, bon, c'est un épiphénomène, j'en ai rencontré un, deux. Bon, c'est un biais de recrutement aussi, parce que dans mon activité, je suis quand même plus amené à rencontrer ce genre d'acteurs-là. Et puis au final, je me rends compte que le copain de promo a aussi fait quelque chose dans son coin, puis il en a parlé avec l'interne d'oncologie du CHU d'à côté, et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi des entrepreneurs au sein des étudiants qui créent des structures qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Et j'en étais vraiment ravi. Mais l'autre partie aussi par rapport aux académiques, universités et écoles, il y a aussi l'accompagnement qui peut être fait de ces jeunes. Et notamment, on est partenaire de ce côté-là d'une structure qui s'appelle CPI. Et CPI, ça veut dire Conception d'un projet innovant, qui regroupe des étudiants de Centrale, des étudiants d'HEC et des étudiants de Strat College, qui est une école de design, donc ingénieurs, business et design. Et ces étudiants sont sollicités par des sociétés partenaires, donc comme nous par exemple, on va leur donner 2 briefs, effectivement assez simples, avec une phrase et un peu d'explication derrière, sur un projet très court et très concret, et un projet un peu plus moyen-long terme. Et sur ces 2 projets-là, les étudiants qui sont mélangés comme ça par expertise ont 6 mois pour travailler en parallèle de leurs études et livrer un produit idéalement arrivé à une phase de prototype au bout des 6 mois. Et ils sont accompagnés comme ça par des coachs, plus des réunions avec nous pour voir où ils en sont et les guider compte tenu des spécificités du marché. Donc on s'associe aussi comme ça aux structures qui permettent de développer les étudiants. C'est vrai que, alors si on reboucle un petit peu avec, parce que vous êtes sur un secteur très spécifique, si on regroupe avec le secteur de la communication dont font partie un certain nombre des personnes qui sont présentes ici, c'est pas forcément des réflexes, en tout cas dans le domaine des services et de la communication, de se rapprocher comme ça des écoles. Souvent sur les écoles d'ingénieurs qui sont comme ça en mode projet, donnez-nous un brief, etc. Or, on peut résoudre effectivement des problématiques assez simples auxquelles on n'aurait jamais pensé juste en briefant des ingénieurs. Mais même au-delà de ça, on est très éloigné des universités. C'est vrai que dans le système actuel, autant je pense que tout ce qui est R&D est quelque chose qui fonctionne très bien en France, autant je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la matière. Enfin, je ne sais pas si tu seras peut-être d'accord avec moi, Florian, puisque tu évolues dans ces secteurs aussi. Là, pour le coup, je pense que côté start-up, il y a vraiment des choses qui se font. Dans la com, on a l'impression qu'il y a le passage start-up obligatoire. Et ensuite, on est repéré, le modèle, on ne le trouve pas tout de suite. Et finalement, on va travailler avec un grand groupe de la com ou finalement peut-être directement avec un annonceur. Mais par contre, la passerelle directement avec les universités, les chercheurs ou les écoles est beaucoup plus loin. Enfin, moi je pense que tout part des clients, tout part de la mentalité des clients et donc dans la com des grands annonceurs. Qu'ils se mettent dans une logique d'ouvrir, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi j'ai trouvé des gens comme ça chez Carrefour, chez Decathlon, chez Brico Dépôt, etc. Mais qui se mettent dans une logique d'ouvrir à leurs problématiques versus une relation client-fournisseur bête et méchante, entre guillemets, qui se mettent dans une logique d'ouvrir les problématiques et ensuite de laisser faire soit des PME, ETI, soit des startups sur des briefs ultra simples, franchement, c'est susceptible de tout changer. Après, dans le fonctionnement avec les universités, avec les écoles, donc moi je suis beaucoup intervenu à HEC Entrepreneur, qui était une formation qui sortait un petit peu du cadre et qui aussi sortait de standards un peu académiques et qui incitait les gens à travailler en mode multiprojet en mélangeant des commerciaux, des élèves issus d'écoles d'ingénieurs, etc. Donc transdisciplinarité, ouverture. Ça peut être piloté directement par les clients, ça peut être piloté par des startups ou par des PME qui travaillent dans cette logique-là. C'est évident qu'on a besoin d'ouvrir le couvercle et de casser un petit peu les murs. C'est-à-dire que l'entreprise doit pas considérer, la grande entreprise ne doit pas considérer que l'innovation, ça se fait chez elle, ça peut se faire chez les autres. Même la PME ne doit pas considérer que l'innovation ne se fait qu'en interne.
On essaye de le faire, nous, avec les startups qu'on accueille dans nos locaux. On essaye de l'ouvrir aussi avec les quelques étudiants, alors HEC Entrepreneur par historique personnel, mais qu'on peut faire travailler sur des projets innovants. Voilà. Je pense que l'enjeu, d'ailleurs c'est pas par hasard, ça s'appelle l'innovation ouverte, c'est vraiment de sortir des frontières des murs et de libérer un peu les esprits, parce que je pense que on a connu 20 ans de rationalisation, de process, et la crise aide à ce genre de fonctionnement, et de temps en temps, sortir des process, sortir des méthodes, et avoir des logiques beaucoup plus ouvertes, ça peut faire beaucoup de bien, et en fait c'est ça qui peut générer de la croissance, et il faut savoir agir sur les deux, parce que je ne dis pas qu'il faille des entreprises sans process et sans méthode, bien au contraire, mais il faut savoir aussi lâcher les gens, et pour ça, si les entreprises développent en leur sein, les grandes entreprises développent en leur sein, considérant que c'est un rôle social qui est également le leur, des logiques d'innovation, et qu'elles passent ce message-là et pas simplement un message de ROI, de mesure, de rentabilité, d'optimisation des coûts, etc., y compris à leur service achat. Donc paradoxalement, ça intéresse beaucoup, parce que quand on a des acheteurs qui se mettent à ça, franchement, ils y trouvent aussi autre chose. Quand on rentre dans ce genre de logique-là, il y a vraiment du développement possible, et pour tout le monde. Merci. Juste sur l'enjeu de communication, aussi un commentaire, au-delà de m'inscrire complètement dans ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on peut joindre l'utile à l'agréable aussi. C'est-à-dire que communiquer, faire savoir, c'est vraiment très important, surtout quand on est dans le cadre de l'innovation ouverte, parce que si on n'est pas visible, on risque pas de mettre quelqu'un autour de la table pour avancer avec lui. Donc déjà, savoir qu'il y a des personnes qui sont joignables et qui ont cet état d'esprit, c'est important. Donc il faut communiquer. Après, quand je dis joindre l'utile à l'agréable, j'ai le souvenir il y a à peu près 3 semaines, parce que j'ai mémoire un peu de poisson rouge, donc 3 semaines ça va, je me souviens encore. J'étais à Strasbourg lors d'un événement qui s'appelait un hackathon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un hackathon, c'est un marathon de hackers. Pour ceux qui ont un petit doute sur la notion de hacker, en tout cas moi ma perception du hacker, c'est un bricoleur, c'est un bidouilleur, pas obligatoirement quelqu'un qui est un pirate. Donc c'est un marathon de bricoleurs. Et ce marathon de bricoleurs était dédié 100% à la santé. Et donc c'est un événement qui a duré 4 jours, avec sur les 2 premiers jours plutôt un format keynote aspirationnel pour se mettre un peu dans le bain, le jeudi, vendredi. Et puis à partir du vendredi 18h, il y avait tous ceux qui avaient envie, qui prenaient le micro et qui pitchaient un projet. Et à la fin de ces pitchs le vendredi, on se retrouvait dans une grande salle et des équipes naturelles se formaient. Ce qui était vraiment très prometteur dès le début, c'est que justement on était premièrement dans un lieu neutre, c'était la faculté de médecine de Strasbourg, que deuxièmement il y avait des professionnels de santé, il y avait des associations de patients, il y avait également des codeurs, des web designers aussi qui étaient là, et tous ensemble justement ils se sont mis de façon très naturelle autour des projets qui les intéressaient. Et chaque équipe projet était vraiment représentative du multidisciplinaire qu'on évoquait. Et chacun pouvait apporter sa brique sur un projet. Et le deal, en gros, c'était à 15h le dimanche, un peu comme dans le Top Chef, poum, c'est fini, tout le monde lève les mains. On fige les projets et il faut pitcher le résultat des projets. Et après, chacun fait ce qu'il veut de ses nuits. Et c'est vrai que c'était assez incroyable de voir pendant cet événement l'investissement des personnes qui payaient pour venir. Moi-même j'y suis allé comme ça pour soit porter un projet, soit de manière complètement gratuite et naturelle de s'investir dans un projet qu'ils ne connaissaient pas avant de venir là, quoi. Et avec justement des solutions, au total je crois qu'il y avait une 50aine de projets qui ont été pitchés le vendredi. Il y en a 26 qui ont réussi à former des équipes naturelles, donc vous voyez il y a quand même un certain taux d'attrition. Et sur les 26, il n'y en a pas beaucoup qui ont dormi entre le vendredi soir et le samedi soir pour arriver au dimanche 15h. Ils ont travaillé avec passion. Et moi, ce que j'ai pu constater, au-delà d'avoir beaucoup d'émotions en participant aussi aux équipes et en les aidant, c'est de voir que le vendredi à 15h, les 26 équipes ont pitché, ils avaient 3 minutes pour montrer le résultat. Déjà, l'esprit d'équipe qu'il y avait entre les personnes qui ont travaillé ensemble pendant 50 heures, ça c'était incroyable, une vraie aventure humaine.
Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'ils ont développé des choses concrètes. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on peut communiquer, parce que c'est un événement qui est relayé, mais également fabriquer et créer de la valeur sur place. Et là, ce type d'événement, pour moi, c'est un très bon exemple. Et sur les 26 projets, les 26 avaient un prototype qui tournait, de manière partielle ou complète, mais qui tournait, avec des vrais projets qui, je le souhaite, en tout cas je l'espère, continueront à vivre au-delà de cet événement-là. Et ça, pour moi, c'est très symbolique de ce qu'on peut faire dans l'innovation ouverte, en étant à la fois sur le pan du faire savoir, mais également sur la création de valeur. Merci. Il nous reste quelques minutes pour des questions ou des témoignages. S'il y a des personnes qui voudraient témoigner sur la manière dont ça fonctionne dans leur entreprise, ça pourrait être intéressant de partager ça avec l'ensemble des participants. Chez Sanofi, est-ce que ça génère des réactions, des contre-réactions, des peurs, des hostilités, des ghettos, des chapelles, ou est-ce que tout est à long fleuve tranquille? La question est vaste. Pour tenter de répondre le plus simplement, je pense qu'on limite déjà le risque par rapport justement aux réactions ou à l'incompréhension à partir du moment que c'est fondé sur le volontariat. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au chausse-pied, voir une équipe opérationnelle en lui disant « Tiens, pour ton produit, il faut que tu travailles avec cette boîte-là parce que c'est une super start-up et voilà ce qu'elle fait. » C'est pas dans ton plan pour l'année, ok, c'est pas grave parce que c'est bien quand même, donc tu vas l'intégrer et puis tu vas bosser avec eux. Si on faisait comme ça, je pense qu'effectivement, ça se passerait un petit peu mal. Ce qu'on fait plutôt, c'est réfléchir encore une fois en partant des problèmes des patients et pas uniquement de ce qui est prévu par les équipes opérationnelles qui travaillent, et de voir quelle synergie ça peut avoir justement avec l'interne. Et c'est une des clés dans le travail qu'on fait, et qui du coup nécessite au minimum 3 prérequis pour que ça se passe bien. Le premier prérequis, c'est connaître, se faire accepter dans l'écosystème innovation, premièrement, extérieur j'entends. Ça demande du temps, ça demande de la passion, une certaine disponibilité et souplesse de l'agenda, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est déjà une première chose. Bien comprendre comment la société dans laquelle je travaille a une place, a un endroit dans la société française, et qu'à cette place-là, on a des interlocuteurs ou pas, de gens qui gravitent en tout cas autour de nous, et qu'il faut les connaître et leur expliquer très simplement justement quel est notre engagement et pourquoi on le fait. La deuxième condition, c'est justement une bonne connaissance des enjeux internes et de la culture interne. Et c'est vrai que même si j'ai commencé ce super challenge au 1er janvier de cette année, je me suis présenté assez brièvement, mais je suis médecin. Ça peut aider peut-être à comprendre les problèmes des patients un petit peu, même si ça fait quelques années que je vois plus de patients. Ça me manque, mais il faut faire des choix, et faire des choix, c'est renoncer. Et deuxièmement, ça fait 10 ans que je travaille chez Sanofi. Ça aussi, ça peut aider pour comprendre les process, la culture, savoir où on peut aller de façon assez confiante, et d'autres endroits où il faut prendre un peu plus de pincettes. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc ça, c'est le deuxième prérequis, une bonne connaissance de l'interne, bonne connaissance de l'externe, bonne connaissance de l'interne. Et puis au final, troisième chose, c'est comment on peut fabriquer le cadre d'interfaçage entre ces deux mondes avec bienveillance, humilité, que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien, encore une fois, avec les achats, le juridique, la qualité, qui sont des départements très structurants chez nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir l'impression que des gens ont besoin de quelque chose, parce qu'on part aussi de quelque chose de très simple, qui est on ne va pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif, ou on ne va pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide. Ça, c'est un truc assez basique. Mais au-delà de ça, ça peut arriver qu'on perçoive un besoin qui finalement n'est pas là, et quand on se retrouve à dire on s'engage, nous, Sanofi, à donner un feedback aux sociétés qu'on voit dans les 30 jours max,
parce que j'ai mis comme ça une proposition de mode de relation avec les startups, de dire voilà, on ne peut pas les laisser sans réponse 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc on s'engage à donner une réponse maximum dans les 30 jours. Et quand j'évoque ça, c'est vrai que de temps en temps, les gens se disent oulala, mais comment je vais faire? Je suis pas prêt, c'est pas possible, ça me fait un truc de plus à faire, comment je vais gérer ça? Il va falloir planifier une réunion, qui on met autour de la table. Et il y a les réflexes effectivement du cadre de d'habitude qui ressurgit et qui en fait en quelques phrases peut être complètement déballonné. Hein. C'est ne t'inquiète pas. Ce qu'on va dire c'est oui, non, peut-être. Et si on a besoin d'un peu plus de temps, les gens en externe peuvent comprendre qu'on peut prendre un temps supplémentaire, simplement leur dire quand est-ce qu'on aura une réponse consolidée, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça c'est un exemple de certaines crispations qu'on a pu rencontrer de temps en temps, mais franchement ça se passe vraiment bien. Oui, bonjour, Louis Olagnon de la société Intactile Design. Nous on a participé à un projet sur les futurs cockpits. Et donc on a réalisé un cockpit en carton sur lequel on a testé des interfaces multimodales, reconnaissance de gestes, eye tracking, la voix également. Et j'étais curieux de savoir comment vous appréhendez les problématiques de propriété intellectuelle. Alors, dans l'univers des services, j'y suis probablement assez peu confronté. Donc je me sens pas directement concerné par la question. Nous, la seule chose que je peux remarquer, c'est que dans ces univers, chaque fois qu'on a créé quelque chose d'innovant, il faut préparer l'innovation d'après parce qu'elle finit au bout de 2 ans ou 3 ans par être copiée et elle est difficilement protégeable. Donc en fait, c'est ma réponse à la question, c'est pas la propriété intellectuelle, c'est la rapidité d'exécution et le fait de préparer l'étape d'après le plus vite possible dans l'univers des services, qui est un cas particulier. En complément de notre côté, c'est un vrai sujet, complètement d'accord. Je m'appuierai déjà sur la première partie de la réponse qui est aussi la qualité, pas seulement la vitesse, mais aussi la qualité d'exécution. Des gens qui ont des idées, il y en a plein. Moi, très clairement, chez moi, j'ai un petit carnet et je griffonne quand je me réveille ou dans la nuit, j'ai une idée et je griffonne mes idées. Ça reste un petit carnet avec des idées. Hein. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est protégeable, ces idées? Je sais pas. Maintenant, pour être plus concret, on a eu, parce que je vois la déception que vous avez en disant mais il va pas s'arrêter là, comme ça va pas être la seule réponse. En fait, pour préciser ma question, c'est plus la façon de travailler entre un grand groupe et puis une petite structure. J'entends bien. Justement, pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là, tout n'est pas solutionné sur le sujet de la propriété intellectuelle. Ça, c'est certain. Il y aura toujours des situations dans lesquelles on pourra avoir des points de divergence ou d'interprétation, et c'est un sujet qui est vraiment délicat. Déjà, il y a une chose, c'est si on reprend la notion d'appel d'offres et de brief, c'est déjà une question pour nous qui est délicate. C'est-à-dire que quand on va contacter des sociétés en disant tiens, on aimerait faire ça de façon très évasive, pour pas brider justement la créativité, pour pas trop induire ce qu'on veut, pour pas être à l'abri d'une bonne surprise et que la création de valeur se fasse tous ensemble plutôt qu'une personne qui donne son idée. Et que la réponse qui nous est apportée correspond à ce qu'on avait dans la tête. La personne qui amène la réponse est convaincue que ça vient de lui, ce qui est vrai. Sauf que la personne qui a demandé, elle l'avait aussi dans sa tête. Au final, elle est acquis. Je suis bien d'accord. Sauf que si nous, on précise ce qu'on a dans la tête, par exemple, et là, je sors du cadre de la société que je représente, hein, cette problématique peut être sur les notions de cockpit comme sur autre chose. Hein. Ce qu'on souhaite faire, nous, c'est tenter de ne pas trop préciser lors d'un appel d'offres le besoin pour pas brider la créativité. Donc du coup, par rapport à ça, après, c'est se dire plutôt, est-ce qu'on va mettre en place un système, je vais dire n'importe quoi, mais enfin pas n'importe quoi quand même, mais de l'aide solo, en disant voilà, on a posté ça à tel moment, qui permet de dire sur cette catégorie de projet ou d'activité, on a cette idée-là à ce moment-là. Il y a aussi la notion de au-delà de la rapidité, de la qualité d'exécution, il y a aussi la notion de qui est inventeur, qui est colonisateur
et qui du coup est le vrai innovateur? Ça, c'est une vraie question aussi. Et là, ça dépasse complètement le cadre de la table ronde ici, hein. Et ça rejoint aussi la notion de définition de l'innovation ouverte. Et si on reprend juste d'ailleurs la notion d'innovation, même si on enlève le côté ouvert, qu'est-ce que c'est qu'être innovant? Moi, je pars d'une proposition de définition, et ça reste une proposition parce qu'il y en a pratiquement autant que d'expérience. C'est quelque chose de nouveau pour moi et qui peut impacter les usages de ceux qui en ont besoin sur le marché. Donc c'est à la fois une bonne idée, mais qui va toucher la réalité du marché. Voilà, avoir une idée et ne pas être en mesure de l'exécuter, est-ce que ça reste de l'innovation? Je ne sais pas. On va être obligé d'arrêter, désolé, c'est la... Ouais, on a déjà un petit peu dépassé, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des intervenants si vous avez encore un petit peu de temps à consacrer aux participants, voilà, pour venir poser vos questions. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas, Florian et Emmanuel, je pense que c'était vraiment riche et assez complet. Merci beaucoup.